Au Mali, comment gérer l'accumulation des dettes après la levée des sanctions? Notre invité est King Dodro, il est consultant et expert en structuration économique et financière. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. King Dodro, bonjour, vous allez bien? Bonjour cher ami Michel, Dieu veille tout ce King, toujours. Alors, ce qui est sûr, le Mali a accumulé des dettes lors des sanctions économiques et financières. Aujourd'hui, avec la levée de ces sanctions, King, comment gérer l'accumulation de cette dette? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il faut quand même revenir sur ce qui a poussé le Mali à être en défaut souverain. C'est depuis le mois de février jusqu'à ce jour où les sanctions ont été levées par décision de justice de la Cour de justice de l'UEMOA. Oui. Alors, voilà qu'un pays qui était un très bon payeur vis-à-vis de ses créanciers, un jour, d'un l'autre, on vient donc le punir en le coupant de tous les systèmes bancaires, braquer même ses avoirs auprès de la Banque centrale. À partir de ces avoirs ou de la Banque centrale, que ce pays honorait ses engagements vis-à-vis de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc, du coup, il y a une situation de fait qui s'est constatée systématiquement, qui a mis dos au mur l'État malien, si bien que même ayant des ressources disponibles à honorer ses engagements, ou malgré sa volonté à honorer ses engagements, techniquement, il ne pouvait pas parce qu'il était sorti donc, du système bancaire de l'UEMOA, donc la banque centrale qui avait reçu mandat de la part de l'État malien de gérer ces transactions en in and out, comme on le dit en anglais. Et donc du coup, le pays se retrouve dans une situation d'incapacité à honorer ses engagements, pas de son fait, pas parce que elle n'a pas la capacité financière ni la volonté, par des décisions injustes qui lui ont été affligées. Donc son premier acte ou bien sa première réaction, c'est d'avoir recours donc à la Cour de justice de l'UEMOA, puisque la Banque centrale qui gère tous ces pays qui sont membres de cette zone monétaire qu'on appelle l'UEMOA, a eu donc une cour de justice. Et je crois que en toute légalité, l'État malien a saisi cette cour et a fait valoir ses droits. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, le droit est appliqué, les sanctions sont levées. Donc nous sommes maintenant dans une situation où l'État malien doit continuer toutes des actions de droit également, parce que il faudrait qu'on justifie pourquoi est-ce qu'on on a confisqué leurs avoirs, pourquoi est-ce qu'on a appliqué de telles mesures contre le pays, alors que aucun test, même quand on revient au niveau de la CEDEAO, pourquoi est-ce que la CEDEAO aurait donné des injonctions à l'UEMOA de punir un pays qui jusqu'alors était un très bon payeur vis-à-vis de ses partenaires. Alors aujourd'hui, la sanction est levée, la situation va revenir bien sûr à la normale, mais je crois en interne que ça y va de soi que le droit ou l'action judiciaire continue pour régulariser donc la situation à tous les niveaux, pour que les intérêts cumulés ne soient pas, qu'on appelle imputables. Il y a quand même une notion de dommages et intérêts qui doit rentrer en jeu, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que l'État malien fait pour subir cela, pour être puni à ce point. Donc, c'est le lieu de rappeler que c'est toujours le droit qui dira quelle est la suite à donner à leur situation. Mais bien évidemment, il convient de rappeler l'état de l'endettement du pays avant ces punitions. Et comment surtout le gérer. Justement, bien évidemment, quand on regarde les chiffres qui nous sont parvenus, l'endettement, la dette publique représentait 53% du PIB du pays, ce qui était environ 5521 milliards de francs CFA. Et quand on regarde la structure de la dette, il y a une dette intérieure, il y a une dette extérieure. La dette intérieure représentait à peu près 23% du PIB, pendant que la dette extérieure représentait autour de 30% du PIB de l'État malien. Et quand on veut aller en chiffres réels,
au niveau de la dette intérieure, nous sommes autour de 2171 milliards de francs CFA contre 3249 milliards de francs CFA pour la dette extérieure. Quand on regarde les partenaires bilatéraux, multilatéraux du pays qui ont à un moment donné prêté de l'argent donc à l'État malien, voilà le chiffre que cela représente. Donc aujourd'hui, tous ces partenaires savent très bien qu'à un moment donné, l'État malien s'est retrouvé dans la situation de défaut souverain, pas dû à son propre vouloir, mais des situations de cas de force majeure qui se sont avérés. Donc dans tout contrat, il y a des situations de cas de force majeure. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle des sûretés juridiques, des sûretés financières et de sûretés. Et au niveau même des dettes, c'est des dettes souveraines. Donc du coup, pendant ce temps, je suis sûr que ceux qui payent plus cher, c'est les assureurs. Ceux qui ont mis les types d'assurance à assurer ces crédits-là en cas de cessation de paiement. Parce qu'il y a un risque. Souvent, quand on met en place le crédit, c'est d'analyser qu'à un moment donné, il peut y avoir des cas de cessation de paiement. Et quand le cas de cessation de paiement arrive, l'assureur, il y a un type d'assurance qu'on prend pour couvrir ce type de risque. Par exemple, pour pouvoir couvrir le reste à payer, par exemple. Donc, je pense bien que les assureurs, effectivement, doivent rentrer à ce niveau. Et ceux qui ont fait de mauvaises affaires, c'est ça. Parce que l'État, par définition, c'est un bon payeur. Mais quand on le met dos au mur pour ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, c'est le lieu de réaliser cette insureté. À la limite, parce que l'État souscrit à cette insécurité quand l'État faisait demande de ces financements auprès des institutions. Donc, bien évidemment, il y aura un moratoire, puisqu'il y a une accumulation du capital, remboursement du capital et de taux d'intérêt également. C'est tout à fait, c'est pas l'État malien n'était pas en conflit avec ses partenaires prêteurs. Donc du coup, est-ce qu'ils vont comprendre la situation? Bien sûr, puisque l'État malien est capable maintenant de rembourser. Donc pourquoi est-ce que, bon, c'est comme je vous devais de l'argent et puis à un moment donné, je suis tombé gravement malade. Dieu merci, je ne suis pas mort. Vous comprenez la situation? Oui, donc je suis tombé gravement malade. C'est attesté par les médecins que j'ai été sérieusement frappé par la maladie et que en ce la maladie, ce sont les sanctions. Je vous assure. Donc, en ce moment, je me retrouve dans l'incapacité non voulue de continuer à honorer mes engagements. Donc vous comprendrez que c'est une situation de fait. C'est un cas de force majeure. Et quand je me rétablis, on va s'asseoir pour dire, ok, monsieur mon créancier, je suis revenu maintenant, je vais maintenant continuer à payer. Il faut qu'on maintenant discute sur de nouvelles bases pour le paiement de mon crédit. C'est ça, ce n'est que c'est la démarche dans laquelle, bien évidemment, les partenaires de l'État malien vont s'asseoir, vont faire une table ronde autour de laquelle on va redéfinir un nouveau moratoire pour l'amortissement de ces différents encours que le pays a en termes de financement. Donc, voilà, selon à peu vous, près, la priorité sera donnée à quel partenaire au prime abord? Mais attendez, tous ceux qui ont prêté l'argent au Mali, c'est la priorité leur donnée. C'est pas une question de à qui. C'est-à-dire que celui qui a vendu son argent, il attend le retour sur investissement. Donc, priorité à eux tous de s'asseoir rapidement. Ils vont s'asseoir rapidement pour définir un nouveau calendrier de remboursement avec un nouveau tableau d'amortissement de ces crédits qui sont pour le compte de l'État malien. Est-ce qu'il y a certains qui vont peut-être faire pression? La France peut-être, par exemple, c'est juste un exemple qui doit dire. Ok, la pression, ça je reviens toujours sur l'exemple d'un quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent, qui est tombé gravement malade et qui se rétablit, qui revient vous dit, je suis de bonne foi, je peux maintenant payer. Quelle pression vous allez lui faire? Il était malade, il n'a pas voulu, et d'ailleurs même c'est vous-même qui avez provoqué sa maladie. Vous devrez faire quel problème? Alors parlant de la France, donc. Vous-même vous avez purgé la personne a eu diarrhée, vous dites que la personne revient maintenant, est guérie, vous dites que quoi? Vous avez fait quelle pression? Vous lui avez déjà fait trop de pression d'ailleurs en lui donnant cette maladie en question. Donc ici il n'y aura pas de pression. C'est une négociation bon enfant qui va se dérouler bien évidemment avec tous les créanciers, parce que de toute manière, l'État demeure toujours un bon payeur, c'est de bonnes signatures. Donc, au nom de la souveraineté de l'État,
l'État honore tous ses engagements, quel que soit le temps que ça va prendre. Et c'est ce qui est intéressant même quand les bailleurs mettent à disposition des fonds aux États. C'est pourquoi certains financiers préfèrent travailler avec les États, parce que l'État ne meurt jamais. Il peut avoir une période de cessation de paiement, mais ils prennent des mesures en termes de sûreté pour couvrir ces périodes. Donc la période avec l'État malien, bien évidemment, ça a duré 6 à 7 mois. Je crois que c'est le mois de février jusqu'en juillet. Là. Donc du coup, même la Banque mondiale a des instruments tels que l'assurance MIGA qui couvre des risques c'est une assurance qui couvre certains risques du crédit qu'on accorde aux États. Donc, il y a plusieurs types d'assurances qui rentrent en ligne de compte quand un financement va être mis en place. Donc, les assureurs joueront leur rôle sur certains aspects de ces crédits pour ne pas asphyxier l'État, parce que pendant ce temps, l'État malien vivait et honorait ses engagements vis-à-vis des dettes intérieures. C'est au niveau de la dette extérieure que la difficulté s'est posée, parce que il ne pouvait plus faire de transfert bancaire à travers le système SWIFT, puisque la banque centrale a coupé avec l'État malien. Donc, je pense que s'il faut répondre à votre question, pas de pression à mon avis. C'est juste... Il ne se passe pas des négociations. Bien sûr, ils vont s'asseoir pour renégocier le crédit et voir quelles conditions d'allègement de la dette qu'il faut donc leur accorder, parce qu'ils sont aujourd'hui des bons élèves, puisqu'ils sont fréquentables. Les espaces aériens sont ouverts. Donc tout le monde aujourd'hui reprend ses activités avec le Mali. Donc voilà à peu près ce qu'il faut noter en ce sens-là. En fait, on prévoit une conférence, c'est un groupe de soutien au Mali, en septembre prochain au Togo. Il sera question de quoi? De soutenir aussi financièrement peut-être le Mali? Bon, je ne connais pas encore le contenu de ce groupe de soutien. Quelles seront les actions, bien quel est les thèmes de référence de ce soutien effectivement au niveau de l'État malien. Sinon, c'est tout à fait normal que les pays amis se mobilisent à soutenir l'État malien après avoir subi ce qu'il a subi. C'est l'occasion aussi de les féliciter. Moi, je pense que le groupe s'est constitué plus même pour féliciter les Maliens pour avoir résisté, et le peuple malien pour avoir résisté pendant tout ce temps face à ces acharnements de la communauté internationale envers ce peuple innocent. Alors, pour certains analystes, King Dodjro, le Mali n'a rien ressenti de cette crise, si on peut le dire, avec la CEDEAO, les sanctions économiques et financières. Alors, le sujet débattu aujourd'hui prouve à suffisance que le Mali aussi a été secoué, comme les autres pays de la sous-région ouest africaine. D'autre manière, la meilleure façon de gagner un combat, c'est de ne pas y participer. Quelle que soit votre force, même Mark Tyson, qui fut un grand boxeur, du moins il rentre sur le ring avec n'importe quel boxeur, il prend des coups. Ça, il n'y a rien à faire. Il prend des coups. Mais à la fin de la journée, qui va être battu KO? Donc le Mali a battu KO l'adversaire en face. Donc c'est ce qu'il faut retenir dans l'histoire de ce peuple malien. On est d'accord? Donc, d'autres ont donné pour 1 mois que le Mali n'allait pas résister 1 mois. Quand ils ont fait 1 mois, d'autres ont dit 2 mois. Et qu'au bout de 3 mois, ils vont finir. Ils sont allés jusqu'en juillet. Continuer, ils sont prêts aussi. Donc je pense que c'est un peuple qui a démontré sa capacité à faire face à l'adversité de tout bord. Et ils se sont montrés quand même très 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 vaillants. Et c'est le lieu. Et je salue également ce groupe d'amis, de pays amis qui se mobilisent aujourd'hui pour témoigner de soutien, effectivement, leur soutien après ces différentes sanctions. C'est très important pour le moral du gouvernement malien et le peuple malien. Et cette capacité de résilience, est-ce que selon vous, on l'a également ressenti au niveau du patronat malien, ou bien à un certain niveau, c'est juste une question, il a été bâillonné, pour ne pas parler des soucis existentiels? Mais s'il n'y avait pas les patrons maliens, est-ce que le gouvernement malien allait tenir? D'où le gouvernement malien puisait ses fonds pour faire face à ses missions régaliennes. C'est à travers le paiement des recettes fiscales. Et qui fait les recettes fiscales? Qui paye les recettes fiscales? Ce ne sont pas les patrons, ce sont les entreprises exerçant sur le territoire qui payent les impôts à partir desquels l'État, le gouvernement malien
obéissait honorait plutôt ses engagements. Donc c'est le lieu de saluer le patronat malien pour avoir été du côté de leurs gouvernants, les soutenir, et également le civisme malien qui a permis à ce gouvernement de transition d'avoir des ressources nécessaires à travers les collègues des tasses douanières. Non, il n'y avait plus de douane, mais les tasses fiscales pour résister à cette période de vache maigre qui a duré aussi longtemps. Donc c'est le lieu de les féliciter. Selon vous, à quel niveau il y a plus de dettes durant, j'allais dire, cette période difficultueuse pour le Mali? C'est au niveau de la dette extérieure, qui représentait déjà 30% du PIB du Mali. Donc c'est énorme déjà, ce que j'avais donné le chiffre tout à l'heure, qui était dans 3 000 milliards et autres, plus de 3 000 milliards. Donc c'est au niveau de la dette extérieure. Et au niveau des fournisseurs locaux en interne, et bien évidemment, l'État malien honorait. Sinon on allait attendre des soulèvements de part et là. Sinon, c'est le lieu de rappeler que il faut voir l'inégalité même dans nos pays. Normalement, on est dans d'autres pays, la dette intérieure devait être plus importante que la dette extérieure. C'est parce qu'on a fait comprendre, je ne sais pas comment ils ont réussi cette alchimie, que la solution ne pourrait jamais venir de l'intérieur. Mais vous voyez déjà même le niveau même de la dette intérieure qui est déjà qui représente 23% contre 30% de la dette extérieure. Ça veut dire qu'il y a une capacité interne à financer, à préfinancer les actions du gouvernement. C'est ce qu'il faut noter ici en fait. Quand on est en face de la dette publique dont la structure va dans l'ordre de 30 pour 20%, waouh, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que le gouvernement malien doit comprendre qu'il y a assez d'énergie et de ressources en interne pour pouvoir financer ses besoins budgétaires, pour dépendre de moins en moins même de l'extérieur. C'est la leçon qu'il faut tirer ici. Si déjà en interne on peut mobiliser jusqu'à ce point pour financer le budget de fonctionnement de nos États, ça veut dire qu'il y a matière quand même, il y a la matière et qu'on doit optimiser, capitaliser plutôt cette matière pour pouvoir faire face au financement de nos budgets. Pour qu'en cas de conflit, qu'en cas de situation conflictuelle où on vous sanctionne, où on vous punit, vous puissiez quand même avoir une autonomie à gérer votre pays sans toutefois rendre compte à l'extérieur. Aujourd'hui, ces intérêts, ces pénalités de retard qui sont calculées sur ces crédits, sur ces dettes extérieures. Imaginez l'instant que c'était la dette intérieure qui était plus importante que la dette extérieure. On n'allait pas sentir aussi le poids. Vous voyez un peu? C'est les situations qui arrivent pour qu'on tire des bonnes leçons en fait. Qu'on change carrément de paradigme et changer des fusils d'épaule. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que moi je note à ce niveau quand je vois la structure de la dette publique de l'État malien. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé au Mali, c'est un exemple pour d'autres nations? Je vais parler du domaine économique et financier surtout. C'est un exemple pour ces pays que, nonobstant les difficultés, on peut avoir cette capacité de résilience. Déjà, quand on regarde dans tous les pays de l'Afrique, de l'UEMOA plutôt pour commencer, le financement des banques locales, les banques nationales de l'économie, est en moyenne autour de 40%. Donc, c'est pour dire que ces banques ont quand même de capacité à financer. Si déjà elles financent jusqu'à 40%, et la plupart sont même sur liquide, elles peuvent aller au-delà de ça pour renverser la courbe en fait. Parce que plus vous dépendez des banques locales pour financer vos besoins, moins vous avez de pression de l'extérieur. Parce que pourquoi est-ce qu'on punit un pays dans une zone économique sur le plan financier? C'est parce qu'ils savent que vous dépendez en grande partie de l'extérieur pour financer votre économie. Mais si vous dépendez déjà, a priori, dans votre vie normale, des banques locales pour financer, qui peut vous punir financièrement? Non, on ne peut pas vous punir financièrement. Donc, c'est une leçon à tirer. Le cas malien doit servir de leçon à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout la zone UEMOA, pour dire qu'il faut faire plus confiance aux banques locales. Elles en ont la capacité. D'ailleurs, même c'est les banques qui sont habilitées à lever des fonds. À lever des fonds pour financer la demande de la clientèle. Que les États de l'Afrique de l'Ouest,
surtout la zone UOMOA, crée plus d'environnement de confiance pour permettre aux banques d'accompagner davantage tous les secteurs des secteurs à fort potentiel économique pour réduire la dépendance de nos gouvernants ou bien de nos gouvernements vis-à-vis de l'extérieur en termes d'endettement. C'est très important. C'est une question de clientèle. Hein. Et vous imaginez, c'est le lieu même de revenir sur un sujet. On a vendu aux Africains que les banques africaines ont des taux d'intérêt très, très élevés. Mais la question est de savoir, est-ce que les problèmes que nous avons en Afrique, en termes de financement, c'est un problème de taux d'intérêt? Non. Le problème qu'on a en Afrique en termes de financement, c'est d'abord la difficulté d'accès au financement. Ce n'est même pas une question d'intérêt. C'est-à-dire que vous voyez comment on a déplacé carrément le sujet ailleurs. Le truc est très simple. Le consommateur final, c'est lui qui payera. Si nous avions accès facilement au financement auprès des banques, même si le produit coûte 10 000 francs et que le consommateur final a assez facile au financement, il va s'endetter pour payer le produit. Si l'endettement, si l'accès au financement est facile et que le taux d'intérêt est élevé, le commerçant, il fera sa marge en mettant aussi le taux d'intérêt de la banque. Et puisque le consommateur final a assez facile à la banque, au financement à la banque, le consommateur final aussi aura de l'argent pour s'acheter ce produit. Donc l'économie est équilibrée. Donc, en Afrique, ce n'est même pas un problème de taux d'intérêt qui rend difficile le financement des banques. C'est plutôt la difficulté même d'avoir accès à ces financements. Et pourquoi cette difficulté? C'est ça la problématique qu'il faut résoudre à travers des solutions, des approches appropriées pour pouvoir permettre un accès facile au financement. Et l'accès facile au financement dit ceci: booster donc la croissance économique. Du moment où dans un pays où on a des difficultés d'accès au financement, l'économie ne peut qu'être faible. Imaginez un instant, on est dans une économie où les banques ne participent qu'à hauteur de 40% du financement de cette économie. Ouais. C'est énorme, c'est minime, c'est très faible. Normalement, les banques doivent financer 100% de l'économie d'ailleurs pour commencer. Pourquoi c'est seulement 40%? 40%, c'est parce que, faute d'avoir un environnement propice pour recouvrer les créances à la fin de la journée, elles se résignent à ne financer que des activités pour lesquelles elles sont sûres d'avoir le retour de leur investissement. Faute de quoi, elles ne s'engagent pas. Nous manquons d'études sectorielles pour permettre à un banquier de faire une bonne analyse d'un dossier de crédit. 2, nous manquons de fichier national pouvant soutenir quand on prend la composante qu'on appelle l'adressage, qui permet au banquier de retrouver facilement un créancier. L'absence de ces choses rend l'environnement très difficile et inopérant pour le banquier. C'est de ça qu'il s'agit en fait quand on regarde de près la situation aujourd'hui en Afrique à travers ce qui s'est passé au Mali et quand on analyse encore au fond la structure de la dette malienne. C'est pour dire que la capacité des banques africaines locales, elle est là, elle est avérée. Mais c'est que il faut donc mettre en place des outils ou d'autres nouveaux instruments permettant donc aux banques locales de participer massivement à l'économie nationale. Mais quand la banque locale participe massivement à l'économie locale, ça augmente donc la recette fiscale en fait. Donc du coup, les États auront de moins en moins de difficultés à financer leur budget à partir de leurs recettes fiscales. Du moment où la banque ne finance pas l'économie à une bonne hauteur, l'économie devient une économie informelle. Donc quand la banque finance 40% de l'économie, les 60% là qui financent, c'est la question qu'il faut se poser. Oui. Donc ça échappe. Ce que la banque finance, c'est ce qui revient, c'est sur ça que l'État a de contrôle en termes de prévision de recettes fiscales. Mais ce que la banque ne finance pas échappe carrément à l'État. Donc 60% de notre économie échappe carrément à l'État sur le plan recettes fiscales et autres. Donc voilà le drame. Alors, King Dodjro, pour certains analystes, le Mali a plus même résisté dans 7 ans de peine que certains pays de la sous-région au niveau économique et financier. C'est vérifié? Bon, écoutez, comme je le dis, la meilleure façon de gagner un combat, c'est de ne pas y participer. Donc, aujourd'hui, ils sont héros parce qu'ils ont gagné le combat. Ouais. Donc, on peut leur prêter tout sort de
d'actes d'héroïque, c'est ça, d'actes héroïques. Héroïque. Donc, mais c'est pas toujours vérifié. c'est Quand pas le trop, combat oui, a été engagé. Ah, mais le combat était tout corps à corps. Le combat était tout corps à corps. Donc, un combat corps à corps comme ce qu'ils ont vécu là, vraiment, il n'y avait pas de répit, ils ne respiraient pas, mais ils ont tenu bon. Il faut retenir qu'ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. On est au terme de notre entretien, Kidodjro, qui va toujours bien. Vous avez un dernier mot? Bon, c'est toujours un plaisir de débattre de ces sujets, d'éclairer davantage et d'appeler nos frères à tirer des bonnes leçons des événements de crise, parce que les crises, leur nature en fait, rappelle à l'être humain qui vient d'atteindre une limite, qu'il faut changer de cap et passer à l'autre étape et tirer des leçons de l'ancien. Avant de nous quitter, juste une question. Vous connaissez les deux pays, la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Vous avez eu des échos de ces 49 militaires arrêtés à l'aéroport de Bamako. C'est quoi concrètement? Bon, je crois que c'est un incident diplomatique que très rapidement les deux pays ont compris, ont jugé nécessaire de résoudre très rapidement. Et bon, ces incidents peuvent arriver. On prie que ça ne se répète pas pour créer plus de frayeur dans la population, parce qu'aujourd'hui, la situation au Mali est très fragile. On n'a pas besoin encore de ces situations, surtout que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Ouais, vous comprenez? Frères, donc, ce qui nécessite quand même qu'il y ait un rapport de bon voisinage, de fraternité. Donc, ces situations, on doit les éviter pour que les Maliens individuellement pris ne voient pas les Ivoiriens individuellement pris comme étant des ennemis. Ouais. Donc, je pense que c'est un incident qui est maîtrisé selon les dernières informations que nous avons reçues. Ça y va pour la stabilité de la sous-région, ça y va pour la paix même en Côte d'Ivoire et au Mali. Et il n'est jamais de bonheur de voir qu'un pays frère voudrait comploter pour déstabiliser un autre pays. Et ce n'est pas, je ne pense pas que ce serait une bonne intention même pour qui que ce soit. Et j'ai foi aux déclarations de la Côte d'Ivoire, et j'ai foi également aux déclarations du Mali. Ceux qui sont également retrouvés dans ces situations, j'ai également foi qu'ils sont animés de bonnes intentions, que ce que nous avons vu, ils sont vraiment arrivés au Mali pour faire la mission dans le cadre de l'aménagement, et que ce n'est pas un autre destin qui les a conduits là-bas. Merci beaucoup à vous, infini. Merci à vous, King Dodjro. On est toujours ensemble, on marque la pause pour le journal. Derrière, on reçoit le journaliste Credo Tété Passeur Ido Kobi pour Riga Croisi.